Et ben voilà, nous avons la chance maintenant d'avoir François Asselineau avec nous dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour mon cher François. Eh bien, bonjour Nicolas Stocker et bonjour à tous les auditeurs. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous avez l'air en Je vais forme. bien. Et vous? Ça va aussi. Très bien. Bon, on va rentrer, si vous le voulez bien, tout de suite dans le vif du sujet. À moins qu'on parle un peu de votre actualité. Vous avez fait une conférence. Il y a encore, là, on parlait de Jean-Frédéric Poisson qui se voit interdit une conférence à l'université de Toulouse sur l'euthanasie. Et vous étiez dernièrement, je crois, une très belle réunion publique. Oui, à Saint-Lô. Mais alors ça, c'était une réunion qu'on organise nous-mêmes, hein. On a pris le pli de faire comme les révolutionnaires maoïstes, on ne compte que sur nos propres forces. Voilà. Ah oui. Donc on a à Saint-Lô, enfin exactement à Agneaux, c'est dans la banlieue de Saint-Lô, j'ai fait une réunion publique dimanche après-midi qui a eu beaucoup de succès. Il y avait quand même plus de 260 personnes. Et puis ça a été très bien, ça s'est très bien passé. Enfin, les gens étaient contents. On a fait une dizaine d'adhésions. Enfin, tout ça était très bien. On sent quand même dans le pays, d'abord que ma notoriété personnelle, celle de l'UPR, sont en hausse. Là, en venant à pied d'ailleurs au siège de l'UPR où nous filmons, j'ai été à Hélé dans la rue, je ne sais pas qui est-ce qui m'appelait, c'était un chauffeur de taxi qui m'avait repéré, qui était au feu rouge et qui avait baissé sa tête en me disant « Monsieur Asselineau », etc. Je suis allé lui serrer là-bas. Donc il y a vraiment une notoriété qui monte, mais c'est pas de la gloriole, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui se posent des questions sur la situation et puis qui constatent à la fois que la situation de la France est de plus en plus grave, la situation politique, les gens quand même comprennent qu'on est dirigé par des abrutis. Enfin, les sorties récentes, par exemple, de Madame Vautrin, on n'imagine même pas que ça puisse être possible, des choses pareilles. Madame Vautrin qui confond Monsieur Zelensky et Wolinski, le dessinateur. Extraordinaire. Il faut vraiment écouter, excusez-moi Nicolas, mais il faut avoir un pois chiche dans la tête. Zelensky, on en entend parler matin, midi, soir et la nuit, 365 jours par an depuis 3 ans. Tout le monde, enfin, je veux dire, il n'y a pas un Français sur 100 000 qui se trompe. Ben, paf, ça tombe sur le ministre de la Défense. C'est incroyable. Elle dit Monsieur Wolinski. Bref. Donc là, les Français comprennent qu'on est dirigé par des gens qui sont pas du tout compétents. Enfin bon. Et puis, par des gens aussi qui sont sans foi ni loi. Dieu sait si je n'apprécie pas Macron. Je suis comme tout le monde. Dieu sait si j'ai eu des critiques depuis des années. J'ai été le premier à demander sa destitution en 2018. Mais je trouve quand même qu'il est particulièrement dégueulasse de la part des gens qu'il a sorti de rien, comme Gabriel Attal, par exemple, ou qu'il a rattrapé alors qu'il était perdu en politique comme Manuel Valls. Ces gens ou Blanquer, qu'il a sorti de rien, ces gens qui lui crachent au visage maintenant tous les jours en disant que c'est une catastrophe, etc. Enfin, c'est vraiment... alors qu'ils se ressemblent, s'assemblent, parce que lui-même avait trahi, il avait trahi Hollande, il a trahi la France hein, en premier. Mais il y a quand même ce sentiment de trahison générale et donc beaucoup de méfiance de la part des Français. Et puis les gens voient bien aussi que l'Europe, ça va pas du tout, quoi. Voilà. Les gens voient bien que tout ce qu'on avait, tout le narratif sur la Russie contre l'Ukraine, la Russie qui allait être battue, les gens voient bien que c'est pas du tout le cas. Le narratif sur l'Europe puissance, les gens voient bien que c'est pas du tout le cas. Les gens voient bien que Madame von der Leyen ne s'occupe jamais. Jamais vous n'entendez Madame von der Leyen ou Madame Kaja Kallas, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Vous ne les entendez jamais dire qu'il faut faire un effort pour la France ou pour... Jamais. Non, 100% du temps, il faut donner de l'argent à l'Ukraine. C'est incroyable. Des gens qui n'ont été élus par personne. Et l'Union européenne est devenue une machine à pomper du fric pour le donner à Zelensky et à son gouvernement avec les scandales de corruption comme on a pu le voir. Donc tout ça fait un ensemble général qui fait qu'il y a beaucoup d'espérance chez certains, beaucoup de désespoir aussi chez d'autres, parfois chez les mêmes d'ailleurs, et un discrédit assez général de la population française.
parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de tourner la page. Vous savez qu'il y a des jeunes qui émigrent, en fait, hein, qui n'ont plus qu'une envie, c'est de s'en aller du pays. Il y a des gens qui se referment sur leur coquille, qui n'attendent plus qu'une chose, c'est le départ à la retraite. Il y a des gens qui se défient de toute la politique. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui sont victimes des sondages, alors, qui se disent, ben voilà, ben alors je vais voter Bardella, je vais voter... Et alors là, ce sont des gens qui sont victimes d'une sorte de syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on leur demande de faire. Voilà. C'est-à-dire il y a des gens qui s'apprêtent à voter Bardella, qui s'apprêtent à voter Glucksmann. Vous avez vu que Glucksmann a maintenant la faveur de Cazeneuve et de Hollande. Tout ça, tout est manipulé derrière. Enfin, il y a des forces derrière qui ont demandé à Cazeneuve et à Hollande de soutenir Glucksmann. Il y a des forces derrière qui poussent Bardella et qui ont pointé le pouce vers le bas pour Madame Le Pen. Donc ça, seuls les gens qui sont habitués à la politique depuis longtemps voient ça. Puis il y a d'autres personnes qui malheureusement sont victimes des médias et pensent que le salut viendra de là. Voilà, donc voilà un peu la situation. Pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne l'UPR, pour ce qui concerne les adhérents de l'UPR, les gens ont vraiment la niaque, si j'ose dire, la foi, parce qu'ils constatent que les analyses que nous formulons depuis 18 ans sont confirmées par les événements. Voilà. François Asselineau, allons dans le vif du sujet sur les rencontres entre Zelensky et Macron hier. Les rafales, une centaine de rafales, avec quel argent? Plus de 30 milliards, tout de suite à donner normalement 20% à la commande. Comment vont-ils faire? On a l'impression qu'on ponctionne l'argent du contribuable français, parce que finalement ce sera de la dette supplémentaire, et que l'argent s'évapore. Il ne s'évapore pas totalement, rien ne se perd, tout se transforme, et qu'il y a une énorme machine à laver, à blanchir, qui enrichit une plutocratie, une oligarchie mondialiste, qui profite de cette guerre qui n'en finit pas, alors que, comme vous l'avez dit, elle est perdue, cette guerre pour l'Ukraine, mais elle est prolongée par tous les moyens, parce que, eh bien, il y a un véritable vol manifeste des Français, et ils commencent à s'intéresser de plus en plus à l'épargne aussi des Européens. Oui, alors, si vous voulez, je vais faire un petit peu d'histoire. Vous savez que les gens qui me connaissent me connaissent, savent que j'aime bien l'histoire. Moi, ça me rappelle la situation actuelle de l'Ukraine, toute proportion gardée. Ça me rappelle un peu la fin de l'Allemagne nazie. Lorsque l'Allemagne a commencé à dégringoler et qu'elle était enfoncée sur tous les fronts, Hitler a fait appel à ce qu'il a appelé le Volkssturm. C'est-à-dire, il a une espèce de l'armée. Il a mobilisé tout le monde, y compris des personnes âgées, des gens jusqu'à 60, 65, 70 ans, des hommes, et des jeunes jusqu'à 14 ans. Vous vous rappelez? Et c'est un peu ce qui se passe en Ukraine. Les rafles de jeunes gens qui sont de plus en plus jeunes, qu'ils ont envoyés au front contre leur gré, etc., etc. Ça, c'était le Volkssturm. Et puis, il y a eu un deuxième point qui, alors vraiment vraiment à la fin, hein, vers 1944-45, ça a été ce que les Allemands, le Goebbels, dans sa propagande, appelait les Wunderwaffen, c'est-à-dire des armes miraculeuses. Hein. Waffen, c'est les armes. Et Wunder, c'est la merveille. Wunderwaffen, c'est-à-dire des armes miraculeuses qui étaient censées retourner au dernier moment le cours des choses. Et donc, on a fait croire à la population allemande tout au long de l'année 1944 et début 1945 qu'il allait y avoir les fusées V1, V2 conçues par l'ingénieur Werner von Braun, qui d'ailleurs ensuite a été récupéré par les Américains dans le cadre de l'opération Paperclip et qui a été le père de la fusée Saturne V, vous savez, pour les missions Apollo. Donc il y a eu à l'époque tout un narratif sur ces sujets. Il y avait des bombardiers spéciaux, il y avait des réflexions sur d'ailleurs le projet de bombe nucléaire, de bombe atomique. Et vous vous rappelez que Einstein a écrit dès 1939, je crois, à Roosevelt en tirant la sonnette d'alarme sur le fait que les Allemands risquaient d'avoir la bombe atomique, et ce qui a mené au projet Manhattan. Et les Américains ont en fait siphonné les connaissances des Allemands en faisant venir des ingénieurs allemands, en prenant de l'uranium, parce qu'il y a de l'uranium qui avait été accumulé en Allemagne pour préparer le projet Manhattan qui a débouché sur le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Donc pendant toute l'année 1944 et le début 1945, les Allemands étaient priés de croire que il fallait pas que ce qui se passait, c'était un revers momentané. Je crois qu'il y avait même eu l'invention
d'un concept guerrier de stratégie qui s'appelait la défense élastique. C'est-à-dire que lorsque les armées allemandes reculaient, c'était pour mieux rebondir, si vous voulez, le concept de défense élastique. Alors, c'est un peu ce qui se passe, j'ai l'impression, parce que comme l'a dit, il y a un général là, qui est passé à la télévision hier matin sur TF1, ce qui prouve d'ailleurs au passage que TF1 est en train de virer à 180 degrés dans le narratif, qui a expliqué notamment que en 2023, le front s'est stabilisé, mais fin 2023, les Russes grignotaient le territoire ukrainien dans le Donbass au rythme d'1 km² par jour. Alors, 1 km², c'est quand même pas, c'est pas beaucoup. Hein, ça fait 100 mètres par 10 mètres. Oui, c'est ça. Une superficie de 100 mètres par 10 mètres, à peu près. Voilà, ou de 33 mètres par 33 mètres. Donc, c'était 1 km². Et maintenant, aujourd'hui, la semaine qui vient de s'écouler, c'est 20 km² par jour. Alors 20 km² par jour, c'est déjà beaucoup plus, parce que ça veut dire en une semaine, ça fait 140 km². Là, ça fait 14 km par 10. Donc c'est vraiment, maintenant, on a le sentiment, c'est ce qu'il expliquait, qu'il y a des villes dans le Donbass qui sont prises les unes après les autres par l'armée russe et qu'on est au bord de l'effondrement. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre, à mon avis, la politique de Zelensky. D'ailleurs, quand on le voit, il n'a pas l'air souriant, hein, il n'a pas l'air ravi. Je rappelle qu'avant l'affaire des 100 Rafales, avec Macron, il est allé en Suède, il avait commandé 150 chasseurs Gripen. C'est ça. Mais il a toujours pas l'argent. Et là, il vient avec Macron, il commande 100 Rafales. C'est même pas d'ailleurs une commande, c'est ce qu'on appelle une lettre d'intention. C'est ça. Hein, voilà. Ce que moi, je crois qu'on appelle en anglais un MOU, M-O-U, ben, j'appelle ça un MOU, c'est un Memorandum of Understanding. Voilà. C'est les parties conviennent qu'ils sont entrés en négociation pour l'achat de. Mais, il y a un mais, c'est que les produits, on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, l'appareil productif français est incapable de fournir 100 avions Rafale, même pas à horizon de 2-3 ans. Et on parle maintenant d'une livraison dans 10 ans. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce marché n'aura sans doute jamais lieu. C'est-à-dire que très probablement, Zelensky, dans 1 an ou dans 2 ans, peut-être même dans 6 mois ou dans 3 mois, aura quitté les lieux. Donc, la lettre d'intention qui aura été signée avec Macron, hein, ça sera arrangé parmi au musée des promesses non tenues de Macron. Vous savez que Macron avait promis des tas de trucs, vous savez, les 10 RER dans les 10 plus grandes villes de France, le port, il voulait construire un port allant de Lyon à Marseille, il avait promis des gigafactories de batteries, enfin il en a promis des trucs, Macron. Et puis il avait promis qu'il n'y aurait plus comment dirais-je, de SDF dans les rues, alors qu'il n'y en a jamais eu autant, enfin, etc. Donc là, il promet de vendre de 100 Rafales à l'Ukraine. En fait, je pense que ça n'aura pas lieu. Alors cela étant, c'est pas pour autant qu'on ne donne pas d'argent quand même, puisque par ailleurs, Macron continue à distribuer de l'argent avec des libéralités extraordinaires. Et ça, c'est quand même absolument scandaleux de voir ce qui se passe. Je pense que les Français ne se rendent pas bien compte quand même des proportions. Hein. Oui. On a Macron, il a réuni il y a une dizaine de jours une coalition internationale d'aide à l'Afrique des Grands Lacs. Alors moi, je trouve ça très bien, l'Afrique des Grands Lacs. Enfin, il a annoncé 1,5 milliard de financement. Alors, je ne sais pas combien relèvera de la France là-dedans, parce que c'est une coalition internationale. Bon, c'est vrai que c'est une très grande misère ce qui se passe, et que la France a des responsabilités dans cette région, même si le Congo avait été une colonie personnelle du roi Léopold II de Belgique, et non pas de la France. Mais enfin, bon, voilà, 1,5 milliard, il y aura peut-être 100, 200, 300 millions. Bon. Ensuite, il a annoncé qu'il allait... Enfin, on a appris, plus exactement, qu'en 2024, la France a consacré 7,2 milliards d'euros à donner à des pays en voie de développement pour qu'ils agissent sur le climat. 7,2 milliards d'euros. Et ça, c'est la France toute seule, hein, en 2024. Et par ailleurs, Macron a annoncé il y a quelques jours que, comme l'an dernier, la France allait verser 100 millions d'euros en aide à Gaza. Alors,
Tout ça, ce sont des causes, effectivement, plus ou moins à soutenir. Moi, personnellement, les 7,2 milliards d'euros sur le climat, je trouve ça absolument ahurissant. Mais ce qui est le plus ahurissant de tout ça, et j'ai oublié de dire, vous avez vu que l'Assemblée nationale a voté, c'était il y a 3 jours, la contribution de la France à l'Union européenne pour 2026, ça sera 29 milliards d'euros, 29 milliards, dont on ne récupérera que 14-15. Donc ce sont des sommes absolument colossales, et ça, c'est à comparer, parce que personne jamais ne montre ça aux Français. Il faut comparer ces sommes-là avec d'autres sommes. Par exemple, le musée du Louvre. On découvre que le musée du Louvre, c'est une catastrophe. Et c'est un panier percé. Il y a tous les problèmes à la fois. Vous avez vu qu'on a appris hier, ou hier soir ou ce matin, qu'il y a une galerie entière qui est fermée au public. Ils sont obligés de déménager en urgence les bureaux parce qu'on a repéré qu'il y a des poutres qui menacent ruine. Hein, c'est dans le sud de la cour Sully, à l'intérieur du musée du Louvre. Ça menace ruine. Et le projet de rénovation du Louvre, qui traîne depuis des années parce qu'on paraît-il on n'a pas d'argent, il a été estimé par Macron à 800 millions d'euros. Hein, c'est-à-dire que en 2024, on a donné 9 fois plus d'argent aux pays en voie de développement pour qu'ils luttent contre le climat que ce dont on aurait eu besoin pour rénover le musée du Louvre, qui est le premier musée mondial. On marche sur la tête. Complètement. De la même façon, on nous parle des retraites. Il y a des gens qui poussent des cris d'orfraie, que la France n'a plus les moyens, vous êtes irresponsables, etc., etc. Le coût des retraites, ce qui va monter, il y a un déficit du système des retraites, c'est exact, qui va monter encore quelques années parce que c'est les baby-boomers qui partent à la retraite. Donc, mais je rappelle que le baby-boom, il se termine à peu près en 1965. Et à partir des années 70, on a au contraire un effondrement. Ça veut dire que si on regarde, non pas à horizon de 5 ou 10 ans, mais à horizon de 30 ans, le système des retraites, il va connaître un déficit passager, mais ensuite, il devrait se rétablir, puisqu'il y aura de moins en moins de gens qui partiront à la retraite. Bon. Même dans les pires projections, je vois qu'à horizon de 2040, quelque chose comme ça, on aurait 30 milliards d'euros de déficit des retraites dans 15 ans, dans le pire des cas. Mais alors, c'est une somme très importante, et il faut sans doute voir comment remédier à ça. Mais enfin, on nous présente ça comme si c'était le truc incroyable, alors que ça n'est jamais que 2 fois les sommes qu'on a versées l'année dernière aux pays en voie de développement pour l'aide au climat. Et ça n'est jamais que finalement, quand on compare au reste, c'est finalement pas grand-chose. Dernier point que je ferai de comparaison, parce que je suis scandalisé en fait que les Français ne comprennent pas, qu'on leur dise jamais de ces choses de bon sens, qu'ils voient un peu les grandes masses. Vous savez, quand vous gérez votre budget dans un couple, ben vous savez bien que ça sert à rien de se scandaliser parce qu'on est allé on est allé dans un café et puis le bistrotier, il a un peu corsé la note, il a le café, il l'a compté à 6 euros et puis le demi de bière, il l'a compté à 7 euros. Bon, alors les gens, ils partent, donc il y a des gens qui vont ruminer ça pendant 2 jours en disant je me suis fait avoir, mais 15 ou 20 euros, certes, c'est un peu désagréable, mais c'est rien par rapport à ce qu'ils vont lâcher pour leur loyer ou pour leurs impôts ou pour leurs habillements. Donc il faut remettre en proportion les sommes. Et les sommes que je viens de vous dire qui sont dépensées par Macron, là j'ai oublié de préciser, vous avez vu, puisqu'on parlait de l'Ukraine, que Mme von der Leyen a annoncé qu'il allait falloir verser 70 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine. Or, la France paye à peu près 20%, c'est-à-dire 14 milliards. Hein, c'est le coût d'à peu près ce qu'on va nous demander. Ce que Mme von der Leyen veut que la France paye à l'Ukraine, c'est à peu près le déficit des retraites. Voilà. Et là, personne ne moufte. Hein. On fait des débats à n'en plus finir sur la question des retraites, mais là, personne ne moufte alors qu'il s'agit du même acabit. Et je terminerai avec cette cerise sur le gâteau. Vous avez appris que l'hôpital Georges Pompidou, c'est-à-dire un des plus récents hôpitaux de France, un des plus importants hôpitaux de Paris, fait un appel à dons pour s'acheter un nouveau scanner. Quoi. Vous vous rendez compte ?
Ça, et aussi aux urgences, l'absence d'internes qui vont s'en priver pendant plusieurs mois. C'est un peu partout la même chose. La France, on a l'impression que la France est devenue une espèce de poule aux œufs d'or qui est pompée avec la pleine connivence des dirigeants euro-atlantistes, comme si Macron avait été placé là, pompé tout le fric, tout le patrimoine des Français est pompé pour donner à d'autres personnes ailleurs. C'est une racket, enfin, c'est un véritable racket. C'est du racket qui est lié à la corruption. Donc les complotistes que nous sommes dénoncions la corruption en Ukraine, eh bien, elle est aujourd'hui flagrante. Accessoirement. Donc j'aimerais bien, si vous avez parlé un petit peu de cette corruption en Ukraine qui est considérable. Hein. C'est quand même en arriver à corrompre sur le marché de l'électricité, alors qu'on se demande si les Ukrainiens auront de l'électricité pendant l'hiver. C'est-à-dire que c'est rajouter du malheur. Vous avez raison, on a affaire à des véritables phénomènes mafieux. C'est vraiment la mafia. Mais je parle même plus maintenant en termes métaphoriques. Hein. Comme on disait jadis, la mafia des polytechniciens, c'était une façon de dire le pouvoir d'un petit groupe. Mais non, c'est beaucoup. Moi, je pense que c'est vraiment maintenant la mafia, la vraie. Hein, la mafia c'est une organisation criminelle qui s'est introduite dans les centres de pouvoir et qui d'ailleurs aboutit à ce sentiment que les Français ont, que nous sommes dirigés par une caste qui n'a de compte à rendre à personne. Voilà, c'est quand même terrible. Le sketch qu'il y a eu sur l'incarcération de Nicolas Sarkozy, moi j'ai trouvé ça quand même assez très très malaisant quand même, comme disent les jeunes aujourd'hui, parce qu'on a certains médias, à commencer par CNews, ont présenté Nicolas Sarkozy. C'était quasiment comme, je sais pas, Sœur Emmanuel. Enfin, c'était l'agneau sacrificiel, blanc comme neige, etc. Mais c'est incroyable. Il a une dizaine d'affaires sur le dos. Il a déjà été condamné pour d'autres affaires. Et là, en l'espèce, dans cette affaire de financement libyen, il y a quand même un dossier de 390 pages qui ont été. Moi, je n'ai pas lu le dossier dans son intégralité, mais j'ai lu quelques bonnes pages. Mais c'est inouï. C'est inouï, c'est-à-dire que c'est pas du tout ce que l'on a expliqué sur CNews ou sur BFM TV, les juges du syndicat de la magistrature qui auraient fait un coup politique. Ce qui est vrai, c'est que, puisqu'on parle de sujet, parlons-en, si vous me le permettez, mais ce qui est vrai, c'est que ils ont eu du mal à trouver des preuves tangibles s'agissant de Nicolas Sarkozy. En fait, Nicolas Sarkozy s'était arrangé avec ses plus proches collaborateurs, Claude Guéant et Brice Hortefeux, c'est eux qui ont porté le chapeau. D'ailleurs, personne n'en parle. Et Sarkozy non plus, d'ailleurs. C'est-à-dire que ceux qui ont porté le chapeau, ils sont la vindicte contre eux. Ben, il est bien évident que Brice Hortefeux et Claude Guéant n'avaient pas pris des contacts avec l'entourage de Mohamed Kadhafi sans l'autorisation de Sarkozy, ni même sur ses instructions. Bon, ils ont néanmoins, c'est pour ça que les juges sur 4 comment dirais-je motifs sur 4 mises en examen, les juges n'en ont retenu qu'un sur les 4, c'est l'association de malfaiteurs. Mais ils ont ensuite, ce qui est contestable sur cette affaire, c'est l'incarcération immédiate. Parce que normalement, effectivement, enfin moi je suis de cette école-là. En France, il y a un grand principe qui est que on est innocent jusqu'à ce que l'on ait été déclaré coupable définitivement, ce qui signifie qu'il faut avoir purgé toutes les voies de recours. Donc normalement, si on a été condamné en première instance, on est encore considéré comme innocent si on a fait appel et qu'il doit y avoir la cour d'appel qui se prononce. Et même encore après, si on va en cassation. Donc c'est uniquement lorsque toutes les purges auront été faites, qu'il y aura eu la première instance, la cour d'appel, puis la cassation, et que les gens seront définitivement condamnés, qu'à ce moment-là, ils sont coupables. Et donc c'est vrai que c'est un peu désagréable pour le droit de considérer ces questions d'exécution immédiate, c'est-à-dire d'envoyer quelqu'un en prison alors qu'il n'a été condamné qu'en première instance et qu'il a fait appel. Je trouve ça, ce qui d'ailleurs est vrai pour Nicolas Sarkozy, comme pour Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est la même chose. Elle a été condamnée en première instance et elle a été condamnée à une peine d'inéligibilité tout de suite. Mais les juges, à contrario, font valoir
qu'ils ne l'inventent pas, c'est pas eux qui décident, c'est le législateur lui-même qui a créé cette anomalie juridique, et notamment à la demande de personnes comme Marine Le Pen ou comme Nicolas Sarkozy, qui considéraient qu'un certain nombre de malfrats qui commettent des crimes et délits au quotidien, eh bien, bénéficient en fait d'une impunité considérable, puisque les délais de la justice étant très importants, il se passait le temps qu'il fasse appel, et ça n'en finissait pas. Donc il y avait une pression de l'opinion publique pour que l'on mette au trou les malfrats. Voilà. C'est pour ça que ça existe. Hein. C'est-à-dire que c'est d'une certaine façon, je pense que les juges sur cette affaire ont eu cet élément que les Allemands appellent Schadenfreude, hein, c'est-à-dire une joie maligne, c'est-à-dire qu'ils ont dû se dire, bah, puisqu'ils voulaient que les délinquants qu'on puisse faire des exécutions immédiates, ben faisons-les. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Alors, vous savez donc que s'agissant de Sarkozy, d'ailleurs au passage, il a fait appel, mais le parquet a également fait appel, et le parquet a fait appel non plus sur la seule incrimination qui avait été retenue, mais sur deux autres également. Oui. Il n'est donc pas exclu, que Nicolas Sarkozy en appel soit condamné à plus lourd plus lourdement. Oui. C'est possible. C'est possible que ce ne soit pas le cas, mais c'est possible que ce soit le cas. Quant à Madame Le Pen, tout le monde est suspendu à la décision de la Cour d'appel, puisque en fonction de ça, dépendra la composition des candidats à l'élection présidentielle de 2027. On revient sur les questions de corruption, parce qu'on a un petit peu digressé avec Sarkozy, sur la corruption avec l'Ukraine, qui est quand même un élément flagrant je dirais, par rapport à ce que représente, ou ce que devrait représenter l'Occident, la démocratie, la probité, les droits de l'homme, et la réalité d'un régime totalement corrompu, peut-être le plus corrompu du monde aujourd'hui. C'était considéré comme tel jusqu'en 1980, jusqu'en 2000. 2010, quelque chose comme ça. On savait que l'Ukraine était un des pays les plus corrompus du monde. Il y a des associations, des ONG comme Transparency International qui classifiaient l'Ukraine, je crois, comme le pays le plus corrompu du monde, avec des mafias, avec du trafic en tout genre, notamment de la prostitution, trafic de voitures, trafic de drogue. Enfin, il y a tous les trafics, hein, et de la corruption. Enfin, il suffit d'aller. C'est un peu la dérive de la Russie qui s'est arrêtée en Russie avec l'arrivée de Poutine et qui a perduré et s'est aggravée en Ukraine. Absolument. Et il y a quelque chose qui est triste et qui est nouveau, et là je m'adresse aux jeunes qui ont moins de 25 ans, c'est que moi, quand j'étais jeune, quand j'avais leur âge, donc dans les années 80, la France, en tout cas dans les années 60-70, c'était un pays très peu corrompu, considéré comme tel. Sous De Gaulle, ça rigolait pas. Il y avait quand même, il y avait toute des classes dirigeantes qui gagnaient. Vous aviez des PDG qui gagnaient un salaire. Par exemple, le PDG d'EDF, Marcel Boiteux, qui est un Normalien qui a fait EDF. C'est quand même, c'était vraiment un type extraordinaire, un génie en fait. C'est lui qui a qui a fait toute une réflexion sur le modèle économique d'EDF, etc., qui a bien montré que ça faisait partie de ces grands investissements qu'on ne pouvait pas privatiser avec des rendements, une rentabilité approuvée trimestriellement aux actionnaires, parce que c'était la pire des choses à faire. Qu'au contraire, ça fait partie de ces industries très très lourdes qui nécessitent d'avoir un acteur public au rein financier sans limite et qui réfléchit à 20 ou 30 ans. Enfin, il avait vraiment bâti tout ça. C'est une très très grande réussite. Marcel Boiteux, qui a bâti le premier électricien mondial, il avait un salaire, je ne sais pas, qui est aujourd'hui, qui serait l'équivalent de peut-être 15 000 euros par mois, quoi. C'est-à-dire un salaire de cadre supérieur, point barre. Alors que maintenant, dans les grandes banques, vous le savez, les gens se servent, ce sont des millions d'euros qu'ils prennent par an. C'est 4, 5, 10 millions d'euros. Enfin, d'ailleurs, j'ai vu que M. Sarkozy, alors lui, les juges n'ont pas été tendres. Là, ils ont
Vous avez vu, quand ils ont examiné la demande de remise en liberté, ils ont fait valoir, ils ont annoncé sur la place publique que M. Sarkozy, il gagne lui-même, tout seul, il gagne quand même pour plus de 4 millions d'euros par an. Ça lui fait quelque chose comme 400 000 ou 380 000 euros par mois. Bon, sans doute, il les a mérités, mais ce que je veux dire par là, c'est que sans que ce soit forcément de la corruption, il y a des ordres de grandeur qui sont nouveaux, qui n'existaient pas dans la France des années 60-70, si vous voulez. C'est certain. Le rapport entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé devait être un rapport qui était peut-être, je ne sais pas, de l'ordre de 1 à 15, etc., mais pas de 1 à 2000. Vous voyez, c'est ça qui s'est passé. On a une réouverture de l'éventail social, et donc ça prête, et depuis lors, la France est un pays qui a sombré dans la corruption. Alors non seulement parce qu'avec le capitalisme financier, ce qu'on appelle le capitalisme financier, c'est à partir du milieu des années 80, sous la pression de l'OCDE, sous la pression de l'Union européenne, l'acte unique européen de 86, puis le traité de Maastricht de 92, c'est notamment la libre circulation des capitaux. Donc ça permet aux grands détenteurs de capitaux d'envoyer les capitaux à l'autre bout du monde, etc., pour y construire des usines, pour y obtenir des meilleures rémunérations. Donc en fait, la libre circulation des capitaux a offert sur un plateau en or massif aux plus grandes fortunes mondiales la possibilité de mettre en concurrence les prolétariats du monde entier, les salaires du monde entier, les protections sociales du monde entier, les réglementations environnementales du monde entier. C'est ça, pour aller vers le moins-disant. Ce qui, depuis lors, la constatation, c'est qu'évidemment, les détenteurs de capitaux voient leur fortune exploser, de plus en plus importante, alors que la population française, la classe moyenne perd tendanciellement du niveau de vie et les catégories sociales les plus modestes versent dans la misère. Et nous sommes, puisqu'il y a une totale libération des capitaux, des marchandises, des services. Rien que, par exemple, au sein de l'Union européenne, le SMIC en France, c'est 1 420 euros par mois net, à peu près. En Bulgarie, c'est 300 euros. Et un industriel français peut très bien investir tout en Bulgarie pour tout fabriquer en Bulgarie et ensuite tout réimporter sans aucun droit de douane, ni quota, ni rien en France. Il serait vraiment bien bête de rester en France. C'est aussi simple que ça. Donc, et c'est pour ça que tous les lamentos de Macron sur la réindustrialisation, alors oui, ça ne marche pas parce que on a mis les entreprises dans une situation et les détenteurs des capitaux dans la situation la plus favorable. Donc, dans ce système-là, au bout du compte, qu'est-ce qui se produit? Il se produit que vous avez des gens de plus en plus riches, avec des fortunes de plus en plus rapides. Et vous connaissez ce dicton qui est, je crois, c'est dans les évangiles, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Il faut soit l'un et l'autre, c'est soit Dieu, soit l'argent. Au-delà de Dieu et de l'argent, ça veut dire on ne peut pas à la fois faire preuve d'éthique, de responsabilité, de droiture, d'incorruptibilité, et en même temps être dans une société qui valorise, dont le primat, c'est le veau d'or. C'est le primat absolu, c'est la loi du fric. Donc cette loi du fric du temps de Gaulle, c'était pas la loi du fric. Donc, on a souvent raconté, ça fait un peu image d'Épinal, mais c'est la vérité, que De Gaulle, lorsqu'il était à l'Élysée, eh bien, il payait lui-même ses timbres-poste, que lorsqu'il avait le sentiment d'avoir utilisé un truc de l'État pour un usage privé, il faisait des chèques au trésor public pour dire voilà, j'ai utilisé cette voiture, j'aurais peut-être pas dû le prendre. Enfin, c'est incroyable. Donc ça, c'était vraiment une espèce d'éthique j'allais dire comme les sages de la Rome, de la République romaine avant l'Empire. Hein. C'est les sages, une sagesse d'anciens Romains. Mais c'était une idée, comme je vous le dis, Marcel Boiteux devait gagner l'équivalent aujourd'hui de 15 000 euros, alors qu'il était le PDG du plus grand électricien mondial. Voilà. Mais maintenant, c'est plus du tout ça. Donc, le modèle que l'on véhicule dans la société française, comme d'ailleurs dans toutes les sociétés occidentales, hein, des sociétés relevant de l'OCDE notamment, eh bien, c'est le modèle du fric, de l'argent comme seul critère finalement de la réussite. Voilà. La seule chose qui compte, c'est d'avoir du pognon. Et donc, le résultat, c'est que on a beaucoup de polytechniciens, de centraliens, des gens qui sortent des écoles d'ingénieurs, qui, au lieu d'entrer dans des entreprises industrielles,
D'ailleurs, ils n'y ont pas de place parce qu'elles ont été délocalisées pour bénéficier des salaires très bas qu'on trouve en Chine, au Vietnam, etc., comme je le disais tout à l'heure. Eux, ils sont embauchés par des banques pour faire de la spéculation à la nanoseconde sur les marchés financiers. Voilà, c'est-à-dire une espèce de société entière, le monde occidental a versé dans la virtualité aussi, dans les fortunes vite acquises. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui espèrent faire fortune très vite en investissant dans du bitcoin, etc. Moi, je ne suis pas hostile aux monnaies, aux crypto-monnaies, mais c'est un modèle de société très particulier et qui peut entraîner, on l'a vu là ces jours-ci, vous savez que le bitcoin a perdu 30% là, en quelques jours. Eh bien, on a vu qu'il y avait des gens qui en plus faisaient des effets de levier là-dessus qui ont été ruinés. Voilà. Donc ça, et dans cet univers-là, c'est un univers qui sécrète évidemment la corruption. Hein, cet univers où la loi du fric est le seul critère de la réussite, il est évidemment éminemment criminogène, éminemment, comment dirais-je, il engendre des phénomènes de corruption parce que les gens se laissent acheter et voilà, n'ont plus de rigueur. C'est vraiment un problème civilisationnel en fait, auquel on est confronté. Et donc, effectivement, en Ukraine, c'est scandaleux, absolument scandaleux, puisque c'est le numéro 2 ou 3 du régime qui a été pris la main dans le sac. Mais la main dans le sac, alors, j'ai vu un truc, il y a vraiment des gens qui ont un culot d'acier, hein. Notamment, je pense à Bernard-Henri Lévy. J'ai voyé qu'il était invité pour la énième fois. On se demande bien pourquoi ce monsieur est sans arrêt invité à la télé, d'ailleurs. Qui est-ce qui en décide depuis des années, cette espèce d'escroc agent étranger qui, en permanence, vient me ramener son grain de sel. Et donc, j'ai vu Bernard-Henri Lévy qui a dit que c'était formidable ce qui se passait parce que ça prouvait qu'il y avait de la lutte contre la corruption en Ukraine, que l'Ukraine avançait à pas de géant vers la démocratie, que c'était incroyable. C'est-à-dire qu'une façon de présenter les choses c'est vraiment ça, c'est l'art de la dialectique. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg qui est sortie, et Bernard-Henri Lévy, il voit la motivation pour soutenir bien davantage encore l'Ukraine, pour montrer qu'elle avance sur la voie de la rédemption. C'est exactement ça. Je reviens peut-être à la désindustrialisation française, malgré Choose France, malgré la com Macron. La réalité, c'est que la France aujourd'hui est un pays qui s'est totalement désindustrialisé et qui, de ce fait, stagne. Il n'y a plus d'autre moteur de la croissance que la consommation, donc la dette, en quelque sorte. C'est un cercle vicieux sans fin. Alors, c'est pas tout à fait vrai de dire que la France est complètement désindustrialisée. Il reste quand même un certain nombre d'industries, mais effectivement, par rapport à ce que ce fut, c'est tragique. Dans les années, moi je me rappelle quand j'étais étudiant à HEC, donc à la fin des années 70 ou début des années 80, la part de l'industrie dans le PIB français, c'était quelque chose comme 35%. Bon. En 2000, on était tombé à 17%. En 2017, lorsque Macron est arrivé au pouvoir, on était à 11%. Donc là, il a dit tout de suite, c'est la réindustrialisation. Puis aujourd'hui, on est à 10%. Alors 10% sur du PIB, parfois il y en a. Alors ça dépend parce que vous trouvez des statistiques très variées. Il y en a qui vous disent on est tombé en dessous de 10, il y en a qui vous disent on est encore à 12,5, etc. Mais enfin, en gros, c'est ça. Ça dépend ce qu'on met dans le périmètre de l'industrie. Donc ça veut dire qu'en fait, le Macron, c'est du pipeau, et il n'aboutit à rien. Et on peut, à la limite, on ne peut pas vraiment le lui reprocher. Ce que l'on peut lui reprocher, à lui comme à tous les autres, c'est de ne pas expliquer aux Français d'où vient cette désindustrialisation. Elle n'est pas tombée du ciel. Et d'ailleurs, d'où venait l'industrialisation? Elle n'était pas tombée du ciel non plus. La désindustrialisation, elle commence en France à partir de 1986, de l'acte unique dont je parlais, avec, sous contrainte de l'OCDE, l'acte unique européen, c'était le grand truc de Jacques Delors et puis de Mitterrand. Hein. Je rappelle au passage que ce sont les socialistes qui, en fait, ont ouvert la voie à l'hypercapitalisme financier. Hein. C'est vraiment important à comprendre, c'est que la gauche française, Mitterrand au pouvoir et Jacques Delors, en 86, c'était lui le président de la Commission européenne,
Puis ça a été mis en œuvre en France à partir de 93 avec Pierre Bérégovoy, socialiste. Ça a été la totale liberté de circulation des capitaux. Et c'est vraiment un point vraiment tournant, parce que à partir de 86 et l'acte unique, la première délocalisation en France, c'était l'usine Hoover qui faisait des aspirateurs, qui était je ne sais plus quoi en Saône-et-Loire, quelque chose comme ça, ou à Dijon peut-être, je ne sais plus, et qui s'est délocalisée pour aller chercher des finances, des salaires, une localisation où les salaires et les charges sociales seraient plus basses. Il y avait eu un article du journal Le Monde, d'ailleurs, à cette occasion. Ça avait été l'affaire Hoover. Et les internautes pourront aller le vérifier. Ça doit être vers 1987. Et là, je me rappelle l'article du Monde. Moi, je m'intéressais évidemment beaucoup à ça. J'étais à l'inspection des finances. Il disait que c'est la première opération de ce genre qu'on peut appeler une délocalisation et que ça sera certainement pas la dernière du genre. Ben oui, parce que ça a été torrentiel. Et c'est ça, en fait, le changement total de fonctionnement du truc. Alors, comment voulez-vous qu'on réindustrialise dans la mesure où il y a la libre circulation des capitaux, dans la mesure où il y a la libre circulation également des marchandises, puisque le tarif extérieur commun, vous savez que depuis le traité de Rome de 1957, tous les pays membres de ce qu'on appelait le marché commun, qui, avec le traité de Maastricht, a changé de nom et est devenu l'Union européenne, avec une vocation d'Europe fédérale, avec un projet politique beaucoup plus clairement exprimé que dans le traité de Rome. Mais donc, ce que l'on appelait le marché commun, à l'origine, c'était un marché commun. Ça veut dire qu'à l'intérieur, tout circulait librement, et à l'extérieur, il y avait, par rapport aux frontières douanières, ça devait être ce qu'on appelle le TEC, le tarif extérieur commun, les droits de douane communs. Et donc, le tarif extérieur commun de l'Union européenne aujourd'hui, il est inférieur à 3%. C'est zéro. 3%, c'est rien du tout. Donc, ça veut dire que, par rapport au coût que ça peut représenter, donc ça veut dire que on a inventé ce qui était interdit auparavant. On a inventé ce principe des délocalisations pour permettre de maximiser le profit des détenteurs de capitaux. J'ai déjà expliqué souvent, peut-être que certains trouveront que je me répète, mais ça fait 18 ans que je me répète, mais lorsque, par exemple, sous De Gaulle ou sous Pompidou ou sous Giscard, lorsque, par exemple, une entreprise française voulait créer... Alors, imaginons qu'une entreprise française ait voulu créer une usine à l'autre bout du monde pour y produire des industries. Ça a été le cas, par exemple, de Peugeot en Iran. En Iran, dans les années 70, vous savez que la France était très présente en Iran. La cour du Shah d'Iran parlait le français. Mohamed Reza Shah Pahlavi parlait le français. Sa femme, l'impératrice Faradiba, était étudiante à la Sorbonne. Et c'était vrai non seulement de l'Iran, mais en Afghanistan, la cour du roi Zahir Khan parlait aussi le français. C'est incroyable, hein. C'était un monde qui a en fait disparu. Et donc en 1900, dans les années 60 ou 70, Peugeot décide de créer une usine de production de véhicules à Isfahan. Hein, donc ça veut dire la moitié du monde, hein, Nesfedjahan en persan. Pour faire ça, il fallait sortir des millions et des millions de francs à l'époque. Bon, c'était interdit, sauf autorisation de la direction du Trésor. Donc, le président ou le directeur financier de Peugeot devait aller voir le ministre des Finances, ou bien le directeur du Trésor, à l'époque c'était rue de Rivoli, pour exposer son projet. Et exposer, voilà ce qu'on va faire. Et donc, la direction du Trésor, le ministère des Finances, regardait ça et se posait 4 questions. Premièrement, est-ce que c'est positif pour Peugeot ? Alors là, on se mêlait un peu de ce qu'il ne regardait pas, mais quand même, il regardait est-ce que ce n'était pas un projet déraisonnable par rapport aux fonds propres de l'entreprise, etc., etc. Bon, a priori, c'était l'entreprise qui le présentait, c'était bon. Deuxièmement, est-ce que c'était bon pour le pays récipiendaire, pour l'Iran ? Ben oui, c'était bon, parce que l'Iran, quand on est un pays en voie de développement, comme l'était l'Iran dans les années 60-70, il vaut mieux avoir une industrie de fabrication automobile en Iran, même si elle est sous capitaux étrangers, que pas d'industrie d'automobile du tout. Parce que c'est un début d'industrialisation, on va avoir des ingénieurs, on va avoir
des contremaîtres, on va avoir des ouvriers, on va avoir un esprit industriel, on va avoir ensuite tout un réseau de représentants de l'entreprise, on va avoir des garages, c'est un processus industrialisant. Bien. Donc, encore une fois, il vaut mieux ça que le désert, quoi. Donc, c'était bon pour l'Iran. Troisième question, est-ce que c'était bon pour la France? Ben oui, c'était très bon pour la France. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça permettait de fabriquer des voitures Peugeot en Iran, des voitures françaises en Iran, conçues pour le marché iranien. À l'époque, il y avait des routes non macadamisées dans tout le sud-est de l'Iran, Yazd, et puis après le désert, en allant vers le désert du Baloutchistan. C'est vraiment des trucs. Donc, il fallait des voitures super costauds. Je crois que c'était les 504 qui étaient spécialement faites pour. Et résultat des courses, ben, la France apparaissait comme une entreprise industrielle. Les enfants iraniens qui avaient 12 ans, 15 ans, ils voyaient des belles bagnoles, c'était des voitures françaises. Donc l'image de la France, non seulement en Iran, mais dans les pays circonvoisins comme l'Irak, comme l'Afghanistan, etc., ils se voyaient, waouh, c'est pas mal, c'est des voitures françaises. Les gosses, ils avaient envie de, je sais pas, de devenir garagiste ou devenir ingénieur et de pouvoir rouler dans des voitures françaises. C'était bon pour l'image de la France, globalement, pour l'image industrielle. Et puis, dernière question, est-ce que c'était bon pour les Français, les ouvriers français? Ben, c'était pas mauvais. Pourquoi c'était pas mauvais? C'était même bien parce que, d'une part, il allait falloir produire des pièces détachées à Sochaux ou à Montbéliard pour envoyer en Iran. Donc, ça allait augmenter le chiffre d'affaires de Peugeot en France. D'autre part, il n'y avait pas de libre circulation des marchandises. Et donc, le quota d'importation des véhicules fabriqués en Iran était zéro. C'est-à-dire que les Peugeot qui étaient fabriqués en Iran étaient fabriqués pour le marché iranien et ne pouvaient pas être réimportés en France, où elles auraient pu être vendues beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, si vous voulez, tout le monde était gagnant. Donc, dans ces conditions, ben, la direction du Trésor a donné son accord. Et donc, Peugeot, c'est un cas concret que je vous cite, Peugeot a donc créé une usine automobile pour fabriquer les 504 en Iran. Bon. Mais aujourd'hui, et depuis 1986 et depuis 1992 avec le traité de Maastricht, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, les pouvoirs publics n'ont plus les moyens d'interdire quoi que ce soit. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus besoin d'aller voir le directeur du Trésor, on lui fait un bras d'honneur. Les chefs d'entreprise, ils décident de se délocaliser en Slovaquie, à l'intérieur de l'Union européenne, ou bien ils décident de se délocaliser en Inde, au Bangladesh ou autre. Ils n'ont de compte à rendre absolument à personne. Et quand ils peuvent réimporter en Union européenne les productions qu'ils font là-bas. Bah, donc, face à un tel modèle, il est évident que c'est une fuite éperdue de toutes les entreprises. Et donc, on est dans un système de délocalisation totale. Alors, il s'y ajoute encore un autre phénomène aggravant, c'est le phénomène de l'euro. Parce que jadis, dans les années 60-70, la France, comme tous les pays du monde, maîtrisait sa monnaie. On était dans un système qui était le système issu de Bretton Woods, c'était le système des taux de change fixes. Voilà. Donc, la France avait un taux de change fixe et puis elle veillait à ce que la monnaie française soit comment dirais-je, corrélée sur les marchés financiers internationaux, soit vendue, qu'elle ait un taux de change qui soit compatible avec la compétitivité de l'économie française. On a vu l'exemple en 1968. Je rappelle qu'en 1968, alors que la France entière est tombée en arrêt en grève, aux alentours du 27 ou 28 mai 68, il devait y avoir 22 ou 23 millions de grévistes en France. Toute la France était à l'arrêt. Et la seule façon qui a été trouvée à l'époque pour mettre fin à cette grève, ça a été d'ailleurs un coup de pouce de l'URSS à De Gaulle, parce que Moscou avait compris que De Gaulle faisait en fait l'objet de ce qu'on appellera plus tard une révolution de couleur, c'est-à-dire qu'en fait celui qui était visé c'était De Gaulle par les Américains. Donc Moscou a donné ordre à ses courroies de transmission en France, qui étaient le Parti communiste français et la CGT. Ils ont donné ordre à la CGT de sauver le soldat De Gaulle. C'est pour ça que la CGT a topé avec Georges Pompidou, Premier ministre, et le jeune Jacques Chirac, qui était secrétaire d'État à l'emploi, ce qu'on a appelé les fameux accords de Grenelle, où on a augmenté le SMIG, c'était le prédécesseur du SMIC, c'était le salaire minimum interprofessionnel garanti, a été augmenté de 22%. Et ça a permis d'arrêter le mai 68. À la grande fureur, d'ailleurs, des mouvements gauchistes, des maoïstes, etc., qui étaient en fait soutenus en sous-main
par les Américains. Hein. Il y a toute une histoire à raconter sur les liens entre Cohn-Bendit, les gauchistes, etc., et les agents, l'agence d'influence américaine. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tous les anciens Mao des années 68 sont tous pro-OTAN, pro-américains. Hein. Bon, bref. Encore une fois, c'est dans ce grand jeu que les Français n'ont pas compris, hein, et que beaucoup de Français ne comprennent toujours pas a posteriori. C'est dans ce grand jeu-là que la Russie, enfin l'URSS, est venue au secours de Gaulle. Et donc, il y a eu une augmentation considérable des salaires si vous augmentez de 22% le SMIC, il faut augmenter tous les autres. Parce que si vous n'allez pas avoir des ouvriers spécialisés, des OS, c'est-à-dire le plus bas niveau des ouvriers, qui va gagner plus que les agents de maîtrise. Donc il faut augmenter les agents de maîtrise. Et puis les agents de maîtrise, il va falloir augmenter les employés et les cadres moyens. Et puis après les cadres supérieurs. Donc c'est toute l'échelle salariale française qui a été dopée vers le haut. Le résultat des courses, c'est que les produits français ont connu un regain d'inflation et donc sont devenus non compétitifs par rapport à des pays comme l'Allemagne, comme les autres pays d'Europe ou du monde qui n'avaient pas connu de mai 68. C'est ce que Robert Mundell, qui était dit Nobel d'économie, qui était un Canadien, avait appelé dans sa théorie les chocs asymétriques. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a fallu dévaluer le franc. Lorsque De Gaulle comprenait pas bien ces questions monétaires, donc De Gaulle il était viscéralement, il voulait pas qu'on déprécie le franc, il y voyait une perte de prestige et de face, ce qui est à la fois vrai et pas vrai, parce que finalement, Pompidou a dû, en août 69, déprécier le franc de 11,5%, ou 11,6%. Quelques semaines après, le Deutschmark a été réévalué d'autant. Donc, effectivement, les produits français à l'exportation sont redevenus compétitifs. Les produits d'importation sont devenus plus chers. Mais le résultat, ça a été quoi? C'est que les années 70, 71, 72 et jusqu'à la crise de la guerre du Kippour de 73, la France a connu une expansion économique considérable. En 72, plus 5,6% de taux de croissance, parce qu'on avait procédé, sans le vouloir, à une relance keynésienne, c'est-à-dire on avait réinjecté du pouvoir d'achat chez les Français. Actuellement, d'ailleurs, c'est dans notre programme politique, nous, c'est ce que l'on veut faire. Il faut réinjecter du pouvoir d'achat aux Français. Mais vraiment, moi, j'ai proposé, je l'avais déjà dit en 2017, je le reproposerai pour 2027. Nous, actuellement, on veut faire passer le SMIC, il est à 1420 €, on veut le faire passer à 1600 €. Bon. C'est-à-dire une augmentation de 12,8% pour faire du rattrapage, parce que le compte n'y est pas. Mais ceci n'est valable, n'est valable économiquement, n'est viable économiquement et n'est sain économiquement qu'à la condition de faire ce que Trump est en train de faire, c'est-à-dire de réaugmenter les barrières à l'entrée, d'augmenter les droits de douane. Parce que si on augmente les droits de douane vis-à-vis de l'extérieur, ça veut dire que des entreprises vont être obligées, elles vont faire leurs calculs, et il y en a certaines qui vont revenir en France pour y trouver intérêt, parce qu'elles elles auront des droits de douane dirimants, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils feront obstacle à ce qu'elles puissent vendre en France. Vous comprenez? De la même façon que nous, on propose de sortir de l'euro pour récupérer le franc, le nouveau franc perdra à peu près, on estime, en gros, il suffit de voir sur Target 2, on peut estimer que le franc devrait perdre à peu près 10% de sa valeur par rapport au cours moyen pivot vis-à-vis du dollar. Mais tout ça, évidemment, du point de vue du prestige, certains tordront le nez, mais on s'en fiche du prestige. Ce qui est important, c'est l'efficacité économique. C'est-à-dire que recréer un nouveau franc, mettre des barrières, augmenter les droits de douane, mettons de 30, 40%, etc., fera que notre déficit commercial s'effondrera, on commencera à revenir vers des excédents. Ça veut dire que le taux de chômage plongera. Ça veut dire que les comptes sociaux se rééquilibreront beaucoup plus naturellement. Ça veut dire qu'on pourra faire beaucoup moins de dettes également. Et donc les entreprises se réindustrialiseront. Mais pour faire tout ce programme, qui est un programme qui n'est pas sans rappeler celui de Trump, encore faut-il pouvoir déprécier la monnaie, encore faut-il pouvoir fixer les droits de douane supérieurs, ce qui signifie sortir de l'euro et sortir de l'Union européenne, puisque c'est eux qui fixent pour l'ensemble des 27 pays, à la fois le tarif extérieur et pour les 19 pays qui font partie de l'euro, le taux extérieur, le taux de change extérieur. Tout le problème, ce sont des sujets
enfin, excusez-moi, mais vous me donnez l'occasion, je vous en remercie, Nicolas, c'est des sujets fondamentaux. Hein. Ce que je dis là est absolument fondamental. Ça devrait être le sujet de l'élection, l'un des sujets phares de l'élection présidentielle. Comment redresser la France? Comment relancer la France? Il y a dans une économie, il y a 4 moteurs. Hein. C'est comme un quadri-réacteur qui survole l'Atlantique. Vous savez qu'un quadri-réacteur, une fois qu'il est en vol, il peut continuer à voler avec un seul réacteur. Mais enfin bon. Donc, si vous avez un Airbus A350, par exemple, qui survole l'Atlantique, qui va de France aux États-Unis, vous avez 4 réacteurs. Une économie, c'est pareil. Le premier réacteur, c'est la consommation des ménages dont vous parliez. Mais cette consommation des ménages, elle dépend de la rémunération, elle dépend du niveau de vie, elle dépend aussi des impôts et taxes. Et elle dépend d'un troisième facteur qui est la confiance en l'avenir. Donc actuellement, si vous voulez, les Français, ils ont un niveau de vie en berne, ils ont des taxes à n'en plus finir, et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils voient comme perspective? Des perspectives apocalyptiques. La guerre avec la Russie, on leur fait peur quand on leur présente la météo tous les soirs. On a l'impression que la France est devenue un enfer sur terre, rouge vif, etc., parce qu'il fait 25 degrés. Enfin, des trucs de dingue, en fait. Donc, les Français, ils sont complètement refermés sur leur coquille. Certains n'envisagent plus qu'une chose, c'est de partir à l'étranger, comme je disais tout à l'heure. Donc, la consommation des ménages, le premier moteur, il est à l'arrêt. Voilà. Enfin, il marche très mal. Le deuxième moteur d'une économie, c'est l'investissement des entreprises. Alors, c'est pareil. Les entreprises, elles investissent si elles se projettent positivement dans l'avenir, comme les ménages consomment. Une entreprise, elle investit si elle anticipe qu'il va y avoir de la croissance, qu'il va y avoir du marché, etc. Mais la consommation des ménages est très mauvaise. Par ailleurs, elles ont beaucoup plus intérêt à investir à l'autre bout du monde, ou soit en Roumanie, en Bulgarie, à l'intérieur de l'UE, soit carrément au Bangladesh ou au Vietnam, qu'à investir en France. Et en plus de ça, en France, on a les impôts l'impôt sur les sociétés les plus élevés du monde. Bon, donc le deuxième moteur est à l'arrêt. Voilà. Alors maintenant, il reste déjà notre Airbus, hein, il a déjà 2 moteurs à l'arrêt, donc les pilotes commencent à se gratter le menton. Le troisième moteur d'une économie, c'est l'exportation. L'exportation, je l'ai dit, on a le plus gros déficit de toute la zone de l'Union européenne. Hein, on affiche un déficit commercial géant pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc le troisième moteur, il est à l'arrêt. Et reste le quatrième moteur. Le quatrième moteur, c'est l'action des pouvoirs publics, c'est-à-dire les dépenses publiques, mais aussi les réglementations, etc. Et alors, quand je vois des personnes comme par exemple David Lisnard qui nous dit que pour redresser la France, il va falloir supprimer 600 000 fonctionnaires, c'est délirant, à mon avis. Parce que, évidemment, certains vont dire « Waouh », parce qu'il y a tout un courant d'opinion en ce moment qui est chauffé à blanc. Ouais, il faut diminuer, il faut exterminer 500 000 fonctionnaires, etc. Je ferai remarquer à ces personnes, je ne suis pas... j'ai vu des gens qui disent « Ah oui, mais lui, il est nac, lui, il n'arrive pas à comprendre, il est fonctionnaire. » Non, non, alors moi, je vais leur expliquer ce qui se passe. Si M. David Lisnard arrivait au pouvoir et qu'il veut supprimer 600 000 fonctionnaires, d'abord, il aura du mal à arriver au pouvoir en disant qu'il va supprimer 600 000 fonctionnaires. Parce que les 600 000 fonctionnaires, c'est aussi des électeurs. Je ne suis pas sûr qu'il va faire un tabac chez les fonctionnaires avec ce programme-là. Mais admettons qu'il arrive au pouvoir et admettons qu'il veuille supprimer 600 000 fonctionnaires. Bien. Lesquels? Déjà. Dans les hôpitaux? Oh, bah non. Dans la sécurité, la police, la gendarmerie? Bah non. La justice, vous n'y pensez pas. L'éducation? Bah non. La police de l'air et des frontières? Bah non. Alors quoi? C'est pas évident. C'est pas évident de trouver des centaines de milliers de fonctionnaires à dégager. C'est le premier point. Mais même en supposant qu'il arrive à faire passer une loi de dégagement des cadres, parce qu'il faut prendre une loi, parce que les fonctionnaires, ils ont normalement l'emploi à vie. Donc, il faut prendre une loi, il faut surmonter des grèves inimaginables qu'il y aurait, parce que c'est ça le concret. Moi, je parle de choses concrètes. Moi, j'ai été aux affaires, j'ai été dans des cabinets ministériels. Je sais comment ça se passe.
Hein, on a des gens, c'est des rodomontades, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Une fois qu'ils arrivent au pouvoir, vous avez 10 paysans dans une province de France qui brûlent des pneus sur une route départementale. Aussitôt, tout le monde est tous à bois. Le préfet dit il faut absolument arrêter. Voilà, c'est ça la France. Bon, donc les gens qui disent avant d'être élus, je vais supprimer 600 000 fonctionnaires, une fois qu'ils seront élus, ils en supprimeront 200. Voilà, c'est ça qui se passe. Mais à supposer même qu'il y arrive, à supposer les 600 000 fonctionnaires, ça veut dire qu'il y a 600 000 familles, peut-être, enfin, sauf que des familles où il y a 2 fonctionnaires, mais mettons 400 000 familles. Mais ça fait 600 000, ça fait, si vous y mettez les enfants, vous allez avoir 1,5 million à 2 millions de Français, avec le facteur multiplicateur du conjoint et des enfants, qui vont se retrouver dans un ménage ils vont aller au chômage. Le père va aller au chômage, bien. Ou la mère, si c'est la mère qui est licenciée. Donc déjà, ça va aggraver le chômage, parce qu'ils ne vont pas retrouver forcément un emploi tout de suite. Deuxièmement, il est évident que les dépenses vont s'effondrer. Donc vous allez avoir un phénomène récessif colossal qui va se manifester. Donc non seulement la consommation des ménages va s'effondrer, le premier moteur, mais il y a un autre phénomène qui va se produire, c'est les ressources fiscales. Si les gens ne consomment pas, la TVA va baisser, l'impôt sur le revenu va s'effondrer. C'est-à-dire, là, il faut vraiment toucher du doigt quelque chose qui est absolument fondamental en économie. C'est que les gens confondent un État et un ménage. Un ménage, si vous avez un ménage de salariés, monsieur et madame sont tous les 2 salariés, le couple à eux deux ont, mettons, 4 000 € par mois à eux deux. Bien. Avec 2 enfants. Si ce couple il reçoit 4 000 € par exemple fin octobre, et puis au mois de novembre, il a dépensé 4 200 €. Bon, ça veut dire qu'il va avoir 200 € dans le rouge. Il peut avoir un découvert de 200 € s'il l'a négocié avec la banque. Mais si au mois de décembre, il reçoit de nouveau 4 000 € de salaire, et au mois de décembre, il dépense, mettons, 600 € pour les fêtes et peut faire des cadeaux, là, il va avoir 800 € de découvert. Et donc là, la banque va dire, attends, non, moi, je ferme votre compte si vous revenez pas dans le vert. Que va faire le couple en question ? Il va tout simplement couper dans ses dépenses. C'est normal. Hein, ça paraît logique. Donc, il ne va pas, il va sortir une fois ou 2 en moins au cinéma, au restaurant. Il va supprimer un projet comment dirais-je, d'achat d'un nouveau téléviseur ou d'une nouvelle mobilette, etc., etc. Et il va dépenser en janvier 3 800 €, c'est-à-dire moins que les 4 000 € qu'il reçoit chaque mois, et donc il va revenir dans le vert. Ça, c'est ce que les Français comprennent. Mais un État, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'un État, ce n'est pas un salarié. Les ressources d'un État ne lui tombent pas tous les mois de la même façon. Les ressources d'un État dépendent de l'activité économique. Elles dépendent notamment de la TVA. Elles dépendent notamment des frais de mutation sur les immeubles, elles dépendent des frais sur les produits pétroliers, elles dépendent de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés. Ce sont les ressources de l'État. Et si donc vous avez des moteurs qui sont à l'arrêt, les ressources s'effondrent. Donc ce que ne voit pas M. Lisnard, ce que ne voit pas Mme Knafo dans ses projets, c'est que leurs projets sont des projets extrêmement récessifs qui feraient s'effondrer peut-être plus rapidement encore les recettes que les dépenses. C'est très vicieux, l'économie. C'est pour ça qu'il faut quelque chose de très fin à gérer. Alors, ils sont dans la logique de Milley. Ils sont dans la logique de l'Argentin Milley. Voilà. Regardez, vous avez un exemple qui est vraiment intéressant aussi, là, qui se passe sous nos yeux. À Bruxelles, on a décidé qu'il fallait être le continent le plus propre du monde, etc. Bien. Donc, vous avez vu qu'ils sont en train de tuer l'industrie automobile européenne en imposant le moteur, en interdisant le moteur thermique à partir de 2030, ce qui va faire que toute l'industrie automobile européenne risque de tomber sous les mains des Chinois, soit dit en passant. Mais en matière de logement, Bruxelles a exigé qu'il y ait les classements, vous savez, DPE, alors ABCDE, FGH, sur l'isolation des bâtiments, et ci et ça. Bien. Et donc, il paraît que c'est super moderne. On nous explique en France qu'il y a des passoires thermiques, que c'est pas du tout possible, et qu'il faut donc que les gens, on peut pas loger les gens là-dedans. Donc, il y a une interdiction, vous le savez, qui va grimper d'année en année en France, qui a été décidée par
des gens complètement coupés des réalités et n'ayant aucune connaissance économique, des gens qui se sont dit on va rendre propre, voilà. Et donc, si vous avez un logement qui est classé en catégorie H, ce qu'on appelle une passoire thermique, eh bien, vous n'allez plus pouvoir la louer. Bien. Donc, trois résultats à ça. Premièrement, ben, vous avez une montée des SDF. Parce que les gens qui pouvaient... Moi, je serais SDF, ou j'aurais très peu d'argent, je préférerais quand même avoir un couvert et être dans un logement pas très bien isolé que d'être à la rue quand même. Donc, c'est-à-dire, on est en train de retirer du marché des quantités de logements, effectivement pas des trucs qui ont été construits dans les années 50. Alors, moi, dans mon entourage, je connais quelqu'un qui a comme ça, qui avait mis pour ses vieux jours, qui avait acheté deux, trois studios en région parisienne dans des immeubles des années 50, bon, qui sont ce qu'ils sont. Maintenant, il va quasiment plus pouvoir les louer, mais c'est incroyable. Sauf à faire des dépenses colossales, qui ne dépendent pas d'ailleurs que de lui, mais qui dépendent de la copropriété, et qui sont très importantes, et les autres copropriétaires n'ont pas forcément l'argent. Donc, on sort du marché ça, premièrement. Première conséquence, on va avoir une montée des mal logés. Deuxième conséquence, on a, comme ces gens voudraient le revendre, mais c'est devenu invendable en fait. Donc, on a une baisse du marché de l'immobilier. C'est-à-dire que maintenant, vous voulez vendre un appartement parisien, vous voulez vendre une maison de campagne, tout de suite, les acheteurs vont regarder quelle est comment dirais-je, l'isolation, etc. Et puis, ils vont tourner les talons. Comme en plus de ça, les ménages, leur niveau de vie diminue et que les conditions de prêt ne sont pas favorables, eh bien, on assiste à un effondrement du marché immobilier. Vous savez que le marché de l'immobilier en France est très mauvais maintenant depuis plusieurs années. C'est la deuxième conséquence. Et il y a une troisième conséquence. La troisième conséquence, c'est comme les transactions immobilières se sont effondrées, bien, ce que l'on appelle les frais de notaire, qui ne sont pas des frais de notaire. Vous savez que dans les frais de notaire, quand vous achetez un appartement, la partie qui revient au notaire est toute petite. Moi, je serais notaire, j'attaquerai en diffamation ceux qui parlent des frais de notaire quand on achète un appartement ou quand on le vend. Parce qu'en fait, c'est pas des frais de notaire. Il y a peut-être, je sais pas, 10% qui va au notaire, mais l'essentiel, ce sont des taxes diverses et variées, dont une part tout à fait significative va au département. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on assiste? Il y a eu vous avez peut-être vu, il y a eu l'association des départements de France qui s'est réunie, là, c'était il y a 3 jours, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le cri d'alarme général, parce que l'État étant désargenté, refile de plus en plus de charges aux départements, vous allez faire ci, vous allez faire ça, les collèges et tout le tremblement, mais en plus de ça, les recettes des départements s'effondrent. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 54 départements de France sur les 101, il y en a 54 qui sont au bord de la faillite. Il y en a un qui est déjà en faillite, c'est la Charente. Donc le préfet a repris les choses en main. C'est assez curieux. On était en train de revenir sur les lois de décentralisation de 1982. Et il y en a une douzaine d'autres, parmi lesquelles, je crois, la Gironde, le Pas-de-Calais, le Nord, etc., qui sont à quelques semaines de la faillite générale. Est-ce que vous vous rendez compte? Pourquoi ça? Parce que leurs recettes se sont effondrées. Leurs recettes se sont effondrées parce que vous avez eu à Bruxelles des gens qui ont dit on va être le continent le plus propre du monde. Voilà. C'est-à-dire que quand on est à la tête d'un État, il ne faut pas faire du Milley, il ne faut pas faire du Lisna ou du CNAFO. Il ne faut pas dire Yaka, Faucon. Évidemment, tout le monde peut dire je vais couper dans les dépenses. Souvent d'ailleurs avec des chiffres fantaisistes. D'abord, la plupart de ces coupes sont, en plus de ça, celle de Mme CNAFO par exemple, plus de la moitié de ce qu'elle dit serait incompatible avec notre maintien dans l'Union européenne alors qu'elle veut rester dans l'Union européenne. Mais surtout, il faut voir les effets. C'est comme un jeu d'échecs au deuxième, au troisième ou quatrième coup avant de prendre des décisions. Et nous, par exemple, dans notre programme, moi, je suis toujours très cohérent. À la fois, j'ai dit il faut relancer l'économie dans les conditions que je vous ai dites, mais qui imposent de sortir de l'UE et de l'euro pour reprendre la maîtrise de notre monnaie, de son taux de change externe, et également pour reprendre la maîtrise des droits de douane. Mais je propose de faire des coupes dans les dépenses publiques. D'abord et avant tout, je propose de couper les dépenses qui sont des dépenses récessives et non pas des dépenses productives. C'est-à-dire que, je sais que certains vont tiquer quand je dis ça, mais payer des fonctionnaires,
Je suis pas fort. Je pense qu'il y a effectivement en France trop de fonctionnaires. D'ailleurs, nous, on propose de supprimer l'échelon des régions. Donc, je ne suis pas tout à fait fermé à ces idées. Mais il faut y aller doucement, petit à petit, on sifflait sur plusieurs années. Mais quand vous faites ça, vous allez, pour le phénomène que j'indiquais, vous allez attaquer la consommation des ménages et vous allez faire s'effondrer les recettes de TVA et d'impôt sur le revenu de l'État. Donc, il faut faire très attention. En revanche, il y a des dépenses que vous avez intérêt à couper parce qu'elles sont tout bénéfices. Ce sont toutes les dépenses qui sortent de la machine France. Si j'ose dire, c'est par exemple les dépenses que nous faisons à l'Union européenne. Les 29 milliards d'euros, là, donc on ne va récupérer que 14, ça fait 15 milliards d'euros qui sortent, qui sont retirés. C'est comme si on retirait, dans ma métaphore du quadri-réacteur, c'est comme si on retirait du kérosène. Mais moi, je ne veux pas retirer du kérosène. Moi, je veux que le kérosène, je vais le réinjecter dans les moteurs. Donc, les 14 ou 15 milliards d'euros, plutôt que de les envoyer à la Pologne qui va acheter des F-16 américains avec ça, nous, on les garde. Les agriculteurs ont toujours leurs ressources, mais on aura 15 milliards d'euros supplémentaires, soit pour commencer à diminuer un petit peu la dette française, soit, par exemple, pour faire tous ces travaux qui crient famine et qui peuvent avoir un effet multiplicateur keynésien dans l'économie française. Et ce que je dis là sur les dépenses vis-à-vis de l'Europe, c'est la même chose vis-à-vis de l'OTAN. Il y a toute une série de dépenses exogènes qui, elles, sont tout bénéfices. J'espère que je me suis fait comprendre. Si vous voulez, les dépenses européennes, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait ou toutes les dépenses, celles dont on a parlé, les 7,2 milliards d'euros pour le climat dans les pays en voie de développement, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des dépenses. C'est un peu comme si vous faisiez un don du sang. C'est bien de faire un don du sang, c'est un acte citoyen, c'est un acte charitable, c'est un acte d'amour du prochain. Bon, moi, ça m'arrive de temps en temps, rarement, je l'avoue, mais de temps en temps, de faire un peu de don du sang. Mais pas tous les jours. Tandis que l'Union européenne, c'est tous les jours. C'est la France, elle est exempte. C'est tous les ans, on pique 29 milliards d'euros pour un tel et un tel. Et ça part, ça sort de la France. Comme quand on vous prend du sang. Mais dont tout le monde sait bien qu'on ne peut pas quand même faire des prises de sang et retirer 500 grammes de sang d'un individu comme ça tous les matins. Voilà, j'espère que j'ai fait des métaphores pour expliquer de la façon que j'espère le plus simple possible des phénomènes qui sont assez compliqués en fait et que en réalité, malheureusement, l'ensemble de notre classe politique ne comprend rien à tout ça. Ben au moins, on ne pourra pas vous dire on pourra pas vous reprocher de ne pas être rentré dans le concret. Il est déjà presque, il n'est pas loin de 10h30, ça va faire plus d'1h15 que nous échangeons tous les deux. Peut-être parce qu'il faudrait quand même ne pas terminer trop tard. Moi, là, j'ai juste une question à vous poser, mais répondre assez rapidement. C'est qu'il y a tout ce que vous dites, là, qui est en effet extrêmement concret. On a l'impression que la France, elle, ne se désintéresse de ces sujets. Vous avez parlé de l'ISNAR, certes, qui veut réduire le nombre de fonctionnaires, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, la France est un pays un petit peu atteint d'une maladie dégénérative du cerveau, avec, par exemple, cette polémique sur le maréchal Pétain, cette messe privée. Et je ne vous ai pas entendu encore, François Asselineau, réagir par rapport à ça, mais moi, ça me paraît, au-delà même du fond du sujet, le ministre de l'Intérieur, l'ensemble de la classe politique, Bardella en tête, qui, eh bien, aujourd'hui, semble être intéressé par ce type de sujet de façon obsessionnelle, que serait eh bien l'apologie de crimes contre l'humanité, pour avoir dit que le maréchal Pétain était le premier résistant de France. Et c'est, semble-t-il, un des sujets majeurs qui intéresse à une époque où nous vivons une insécurité endémique, par exemple, et où le ministre de l'Intérieur, M. Nounès, ne semble s'intéresser qu'à cette affaire de messe privée en l'honneur du maréchal Pétain. Est-ce que ça, c'est quand même pas extrêmement inquiétant pour l'homme politique engagé que vous êtes, qui souhaitait justement voir votre pays s'en sortir, d'être un pays qui semble obsédé par le passé, un passé de plus en plus lointain, et plus c'est lointain, plus on en parle et plus on en fait des tonnes. Par exemple, Pétain et la collaboration.
Alors, je suis absolument 1000 fois d'accord avec vous. C'est un syndrome. C'est un syndrome extrêmement malsain. C'est pas le pays, d'ailleurs, qui le demande, hein. Ce sont des forces qui remettent ça sur le tapis systématiquement. Voilà. Mhm. Parce que, bon, moi j'ai créé un mouvement m'inspirant de l'action de Charles de Gaulle. Bien sûr. Et j'ai un jugement historique sévère sur le maréchal Pétain, comme la plupart des gens. Mais la réalité historique oblige à dire qu'il y a deux Pétains, comme tout le monde devrait le savoir. Il y a le Pétain de Verdun, qui a été un héros de l'histoire de France. D'ailleurs, De Gaulle a nommé son fils Philippe, l'amiral qui est décédé il n'y a pas très longtemps, du prénom de Philippe Pétain, qui était plus ou moins son parrain. Et donc, Pétain était, au sortir de la Première Guerre mondiale, considéré un peu à l'égal du maréchal Foch, comme un des très grands héros de l'histoire militaire française. Bien. Et puis, il y a eu effectivement la période de la collaboration, qui est une période trouble, qui est une période où, de proche en proche, au départ, Pétain qui avait quand même 84 ans par ailleurs, Pétain, petit à petit, il a essayé sans doute, et puis il a été entraîné petit à petit vers une collaboration de plus en plus importante avec Hitler. Je voudrais aussi ne pas faire d'anachronisme, parce que quand Pétain rencontre Hitler en 1940, on ne savait pas à l'époque tout ce qui allait se passer en Allemagne hitlérienne, notamment les camps de la mort, etc. Il ne faut pas faire d'anachronisme. Alors moi, je ne recherche pas de circonstances atténuantes. Pétain a été jugé, il a été condamné, il a perdu ses titres militaires, donc on ne doit plus parler du maréchal Pétain, mais de Philippe Pétain. Il a perdu la Légion d'honneur, il a été condamné à mort, et il a été gracié par De Gaulle. Sa peine a été commuée en Réclusion prison à à perpétuité. perpétuité, où il est mort en 1951, je crois. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je voudrais dire quelque chose aussi quand même, c'est que je ne crois pas me tromper, je suis même sûr de moi, c'est que De Gaulle, mais aussi Pompidou, mais aussi Giscard, mais aussi Mitterrand, tous les 11 novembre, allaient fleurir la tombe du maréchal Pétain au nom du président de la République française, parce que c'était le 11 novembre, dans son cimetière, donc il est mort à l'Île-Dieu. Et il a fallu que ce soit dans les années 80, je crois que c'est Laurent Fabius qui a commencé à protester, Serge Klarsfeld aussi, qui, dans les milieux des vers 86 ou 87, s'est ému de cette tradition et a considéré que c'était scandaleux, qu'il ne fallait pas aller fleurir la tombe du maréchal Pétain. Bien. Ça veut dire quoi, ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en 1982, je ne parle pas du Pléistocène, je remonte à 1982, même 1985, là, c'est il y a 40 ans, sous un président socialiste, Mitterrand, qui d'ailleurs avait eu la Francisque numéro 2202 du maréchal Pétain. On a la photo, vous savez, parce qu'il était pédéliste, il n'était pas gaulliste. Bien. Mitterrand, je rappelle des gens comme Mélenchon était un proche de Mitterrand d'ailleurs, hein, parce que on peut comme ça pourrir tout le monde, hein, Bien sûr. par contiguïté, etc. Hein, il y a des gens, par exemple, moi ce que je sais, c'est que moi, quand à un moment de ma vie, j'ai travaillé auprès de Charles Pasqua, il y avait des gens qui disaient comment vous pouvez travailler avec quelqu'un d'extrême. Moi, ce que je sais, c'est que Pasqua, à 16 ans, il était dans le maquis, il était dans la résistance, hein, pendant que Mitterrand, lui, se faisait attribuer à Vichy la Francisque 2202. Bon, donc il faut, sur ces sujets qui sont très complexes, où la France a été malmenée, où il y a eu dans tous les camps, il y a eu des gens très bien, dans tous les camps, il y a eu des gens dégueulasses, à peu près. Bon, voilà, maintenant, le temps est passé, ça fait quand même maintenant, depuis la Seconde Guerre mondiale, ça fait 80 ans, et la mort de Pétain, ça doit faire 75 ans. Alors moi, je trouve là-dedans que tout ça est très malsain. Il y a, donc là, il y a eu des gens qui sont sans doute un petit peu des provocateurs, qui ont essayé de faire une messe. Mais enfin, normalement, une messe dans le rite catholique, c'est pas un truc à la glorification. Hein. C'est pas la glorification de Pétain. Une messe, c'est une messe pour l'âme des défunts. Bon, donc normalement, personne n'aurait dû en parler. Voilà. Ce que je pense, c'est ça. Bon. C'est-à-dire des moments, il y a des choses que maintenant le temps Oui. fait son œuvre, l'histoire fait son œuvre. Mais il y a eu, moi je ne connais pas toute cette histoire, mais je sais suffisamment que lorsque les médias ne veulent pas parler de quelque chose, ils n'en parlent pas. J'en suis bien placé pour le savoir. Ils ne parlent jamais du Frexit, jamais de tout ce que je viens de dire là, sur ce débat fondamental qu'il devrait y avoir sur comment
relancer l'économie française, comment sauver la France, comment commencer à rembourser notre dette, comment commencer à rendre du pouvoir d'achat aux Français. Jamais ça n'a lieu. Et pourquoi ça n'a pas lieu d'ailleurs? Parce que ce que je propose, j'espère que tous mes auditeurs l'ont bien compris, a pour effet d'augmenter le niveau de vie des Français et de diminuer les grandes fortunes, puisque justement, je reviens sur la libre circulation des capitaux. Je l'ai déjà dit, Bolloré, en 1990, il avait une fortune de 300 millions d'euros, enfin l'équivalent. En 2009, il avait 2,5 milliards d'euros de fortune, d'après le magazine Challenge. En 2024, il en a 11,6. Il a multiplié par 5 sa fortune en 15 ans, de 2009 à 2024. Grâce à quoi? Grâce à cette libre circulation des capitaux qui sont gravés dans le marbre des traités européens. Vous comprenez que M. Bolloré, qui a acheté CNews, Europe 1, etc., c'est pas pour rien qu'il les a achetés. C'est pour que surtout il ne soit jamais que l'Europe ne soit jamais remise en question. C'est ce qui lui c'est ce qui lui donne son argent. C'est pour ça que CNews passe son temps à donner la parole à des gens qui tapent sur les Arabes et les Noirs et l'islam toute la journée, parce que ça c'est très très bien. Ça fait une poire pour la soif, si j'ose dire en termes cyniques. Mais pour le reste, on ne remet surtout pas en cause l'Union européenne. C'est pour ça que moi, je suis interdit d'antenne, tandis que M. Zemmour, il plastronne Mme Knafo. Vous comprenez le truc? Voilà, c'est comme ça que ça marche, la société française. Il n'y a pas que Bolloré, d'ailleurs, c'est vrai des autres, parce qu'il ne faut pas remettre en cause ce qui est la machine à fabriquer de la fortune des milliardaires. C'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs d'autant plus scandaleux, cette histoire, en plus de ça, que c'est l'Union européenne qui nous impose une immigration torrentielle, par ailleurs, en plus. C'est-à-dire que les mêmes qui tapent sur les immigrés, moi je n'aime pas taper sur les immigrés parce que les gens ils se déplacent, ils font ça en règle générale, c'est parce qu'ils veulent avoir un meilleur niveau de vie, etc. Donc moi ce que je souhaite, si nous on arrive au pouvoir, c'est casser toute immigration nouvelle, justement ce que l'on pourrait faire en sortant de l'Union européenne, alors que je rappelle que Mme Meloni, qui s'était fait élire sur le programme de casser l'immigration, elle a augmenté plus. Il y a eu plus d'immigrés avec Mme Meloni qu'avec son prédécesseur Mario Draghi, parce qu'elle a régularisé à tout allure. Donc voilà comment se passent les choses. Alors, pour en revenir, eh bien, le débat sur Pétain, ça fait partie de ces distractions. Vous savez, le mot distraction, ça vient du latin distrahere, c'est-à-dire traîner en dehors de, c'est-à-dire sortir du chemin. Une distraction, c'est au lieu de se focaliser sur la sauvegarde, la renaissance de la France, sauver notre niveau de vie, sauver notre identité nationale, sauver notre industrie, sauver notre image mondiale, etc. Tous les efforts du peuple français devraient être tendus là-dessus. Il devrait y avoir des débats approfondis pour l'élection phare qui va être celle de 2027, parce qu'elle est vraiment capitale, celle de 2027. Tout est fait pour que ces grands débats-là soient cachés et on sort des polémiques comme ça, sans arrêt, une polémique. Et quand je vois, par exemple, effectivement, la réaction de Bardella, on voit bien ce que c'est que Bardella. C'est un type, il est là, il est à quatre pattes devant. Il faut surtout dire ce qu'attendent les grands médias. Donc Bardella, il est pour Zelensky, il est pour l'Union européenne, il est pour l'euro, il est pour l'OTAN. Il s'indigne sur l'affaire de Pétain, alors que, comme l'a rappelé d'ailleurs la presse, son parti, le Front National, justement, je pense que le père Le Pen, il doit se retourner dans sa tombe dans ces histoires-là. Bon, moi, j'ai jamais eu la moindre faveur pour Pétain. Je considère que c'était quelqu'un qui a très mal agi dans les années 40 et qui a été entraîné jusqu'à devenir un traître à la nation. Voilà ce que je considère. Et il a été jugé par l'histoire, d'ailleurs. Mais ça ne me fait pas oublier, d'une part, qu'effectivement, il a été un héros de la Première Guerre mondiale. Et ça ne me fait pas oublier aussi que tout ça, ce sont des sujets qui sont des sujets d'histoire, qui devraient d'abord être utilisés comment? Ils devraient être utilisés pour savoir... Ce qui est important dans l'histoire, c'est de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Hein. Comme disait Confucius, la seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ces erreurs. Donc l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, plutôt que de fustiger comme ça Pétain, on devrait se dire, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Pétain? Ce qu'il a fait de mal, Pétain, c'est qu'il a abandonné le souffle vital de la France, qui est la souveraineté et l'indépendance nationale, dont s'était emparé le général de Gaulle. Eh bien, aujourd'hui, les vrais successeurs de Pétain, ce sont justement tous ceux qui, comme Bardella d'ailleurs, comme Zemmour, qui d'ailleurs avait vanté les mérites de Pétain. Macron lui-même, il avait dit que c'était un grand soldat, Pétain, j'ai pas rêvé, c'était en 2018. Donc tous ces gens-là qui sont
et qui font exactement ce que ferait Pétain, c'est-à-dire cet esprit de soumission à l'étranger. Voilà, les vrais descendants de Charles de Gaulle, ce sont ceux qui veulent le Frexit. Les vrais collabos à notre époque, les vrais descendants de Pétain, ce sont ceux qui vous disent « Ah non, on ne peut pas sortir de l'Union européenne, il faut modifier l'Europe de l'intérieur, etc. etc. » C'est ça la véritable différence qu'il y a entre les gaullistes, les vrais gaullistes. C'est au-delà de Gaulle, hein. C'est les partisans de la souveraineté et de l'indépendance nationale contre ceux qui, au rebours de notre longue et prestigieuse histoire, sont prêts à se vautrer devant la collaboration vis-à-vis de l'étranger. Voilà. Voilà qui est envoyé. Merci François Asselineau pour la participation dans cette matinale. On va devoir maintenant arrêter en effet, puisqu'il est passé 10h30, ce qui est long pour une matinale. Merci beaucoup de votre participation et du concret de vos propositions pour la France qui nous font aller, eh bien, en effet, au-delà des simples incantations. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, François. Merci beaucoup, Nicolas, pour m'avoir invité. À bientôt. À bientôt.